il est temps de porter notre regard sur le deuxième flux financier activable au sein d'un groupe territorial. Et ce deuxième flux, c'est la dotation de solidarité communautaire, la DSC. La DSC, ça représente la part de croissance des ressources non affectées, premièrement, à la croissance des charges intercommunales initiales pour un EPCI préexistant à la FPU, deuxièmement, à celle des charges transférées, troisièmement, aux charges nouvelles. Naturellement, la capacité de distribution de l'augmentation de la ressource fiscale est également fonction de la croissance du produit fiscal intercommunal, ce dernier représentant l'ensemble consolidé des anciens produits de TP ou post-TP transférés par les communes et de l'ancien produit de l'EPCI si ce dernier préexistait. Cet effet produit dont nous parlons est lui-même proportionnel à l'effet taux ainsi qu'à l'effet base des ressources post-TP. Un affaiblissement de la croissance du produit fiscal joue donc naturellement, selon le principe de mutualisation, sur les capacités d'autofinancement aussi bien du groupement que des communes membres. C'est donc l'ensemble du groupe territorial qui est touché par un amoindrissement ou une amplification du rendement des ressources fiscales intercommunales, et pas seulement le groupement. Du côté de ce dernier, ses capacités distributives sont amplifiées par l'effet taux de CFE, que permet notamment l'augmentation des taux ménages communaux l'année précédente. Ce qui permet de rappeler que cette évolution des taux d'imposition relève d'un choix souverain des conseils municipaux de chaque commune membre. Il ne s'agit pas d'un choix intercommunal. Très difficile pour un groupement de communes, pour des élus communautaires, d'imposer aux élus communaux donc, de procéder à un choix de pression fiscale donnée. Très difficile. L'existence d'une DSC est un lien entre les trois éléments que sont les impôts ménages communaux, le taux de CFE du groupement et le niveau de la DSC, et bien tout cela montre que l'existence d'un système FPU, donc, ou plutôt que le système FPU, ne relève pas d'une véritable spécialisation de l'impôt. En effet, l'équilibre financier de chaque entité du groupe territorial, commune plus EPCI, encore appelé bloc communal, et bien cet équilibre financier, il dépend de la fixation des 4 taux d'imposition liés entre eux. Il dépend aussi du montant de DSC reversé, lequel influe sur la capacité d'autofinancement des communes et par conséquent sur la pression fiscale. La disparition, par exemple, d'une DSC qui a gagné un certain niveau pendant des années, évidemment, peut se traduire par un besoin d'équilibre de la commune qui sera comblé, qui sera atteint plutôt par la pression fiscale, par l'augmentation de la pression fiscale. On voit bien qu'il y a un jeu là entre la DSC reversée et la pression fiscale communale. Un EPCI peut choisir de verser toujours une DSC importante alors qu'il a besoin d'affecter son produit fiscal à la croissance des charges transférées. Eh bien, s'il en a besoin, parce que les élus le demandent, eh bien, à ce moment-là, il peut être amené à augmenter sa propre pression fiscale, qui sera donc redistributive, car le montant ainsi collecté sera après redistribué par DSC au niveau des communes qui, elles, n'auront pas, à leur stade, le besoin d'augmenter leur propre pression fiscale. Vous voyez bien le lien qui existe intrinsèque, très fin, entre les entités membres du groupe territorial. Le mode d'affectation dans le temps de la ressource communautaire au sein du groupe territorial peut être illustré par un cas de figure dont les éléments vont se différencier dans le temps selon 2 scénarios. Vous voyez ici, en cas, année 0 donc, le produit post-TP ou produit TP consolidé, commune plus groupement, qui est égal à 10 000 K euros, c'est-à-dire 10 millions d'euros, dont 2 millions du groupement préexistant en fiscalité additionnelle, qui s'ajoute au transfert par les communes de 8 millions d'euros. On va aller du côté des charges nouvelles qui n'a aucun intérêt en année 0, parce que par définition, ce sont des charges nouvelles par rapport à l'année 0, donc c'est 0. Allons tout de suite voir les charges anciennes de l'EPCI, les charges nettes, 2 millions, dont des charges de l'EPCI anciennes
moins la DGF ancienne ou existante déjà dans cette EPCI en cas. Tout le reste, ça sera du bonus dans les années futures, avec possiblement des bonus donc, qui sont issus du fait que la loi, le législateur, en prévoit donc d'améliorer la situation en dotation d'État de collectivités ou de PCI qui s'engagent dans des nouvelles compétences et qui, par de ces choix-là, vont avoir droit à une bonification de dotation globale de fonctionnement. Alors voici ce que représentent les charges EPCI anciennes. Il ne faut pas les oublier, celles-là. Hein. Elles vont aussi avoir leur propre évolution. Donc 3 millions moins 1 million égale 2 millions. Venons maintenant nous inquiéter des charges communales transférées par les communes. 2 millions d'euros donc, qui, en net, sont transférés des communes vers le PCI. Et on voit donc apparaître 2 millions de charges dans le budget intercommunal, donc en référence cas, hein, même si ce sera l'année après qu'on les voit apparaître. Et puis il nous reste une ligne qui n'est rien d'autre que l'attribution de compensation. L'attribution de compensation, c'est 1, moins 2, moins 3, moins 4, c'est-à-dire 10 millions, moins, ça compte pas, moins 2 millions égale 6 millions. Voilà, calculer l'attribution de compensation de votre EPCI. Alors, nous voyons apparaître ici un autre tableau, hein, et ce tableau, donc, commence toujours par le produit post-TP consolidé de 10 millions, hein, duquel je vais enlever les charges de fonctionnement nettes consolidées. 4 millions. 4 millions, c'est égal à quoi? Aux charges de l'EPCI ancienne nette, 2 millions, plus les charges communales transférées, 2 millions. Ces 4 millions de charges vont en déduction donc, de ce produit post-TP qui est fait pour effectivement les financer. Et ça me donne comme différence les 6 millions apparaissant ici, c'est-à-dire le produit post-TP communaux net des charges, c'est-à-dire une attribution de compensation qui est égale à 6 millions. 10 millions moins 4 millions. On peut représenter ça différemment. Hein. Vous avez ici uniquement en fait l'AC fiscal. L'AC fiscal, c'est 8 millions ici. Ces 8 millions, c'est quoi? C'est les 8 millions d'ici. C'est le transfert de fiscalité des communes au groupement. Et ça représente ce qu'on appelle l'AC fiscal. Cet AC fiscal moins les charges communautaires transférées, c'est 2 millions. Ça me donne le produit post-TP net, c'est-à-dire l'attribution de compensation à 6 millions. Nous ferons des hypothèses maintenant, car on va partir de l'attribution, on va s'en aller maintenant de cette question de l'attribution de compensation, puisque nous sommes dans le chapitre de la DSC. Mais puisqu'on va travailler maintenant sur la DSC, nous allons travailler en dynamique. Et nous allons donc faire une hypothèse d'évolution donc, des différents paramètres que nous utilisons dans nos simulations. Les voici, hein, les évolutions annuelles. On va, pour les besoins pédagogiques, faire évoluer mon produit TP ou produit post-TP donc de 10% par an jusqu'à l'année 5. Et puis tout d'un coup, pour une raison indéterminée, hein, nous allons trouver ici donc une année 6 donc, qui voit s'écrouler l'évolution du produit post-TP, et ça continue puisque c'est 2% par an jusqu'à l'année 10. L'évolution des charges anciennes nettes, ouais, elles sont un peu faites pour évoluer aussi celles-là, hein. Donc 5% par an jusqu'à l'année 5, et puis, par obligation d'ailleurs, hein, 2% par an sur le reste de la période. Évolution des charges transférées, ça a tendance à évoluer plus fortement que les charges anciennes. Et bien, ces évolutions, c'est 5% par an là aussi jusqu'à l'année 5, et puis après 3% par an sur la deuxième période. Prenons un scénario 1. Dans ce scénario 1, l'évolution des charges nouvelles qui passe de 250 K € en année 1 à 3724 K € en année 5, elle laisse jusqu'à cette date place à une DSC de surcroît évolutive passant de 500 K € à 1 million d'euros. Cette situation s'explique par la bonne dynamique du produit fiscal bénéficiant d'un fort effet base et éventuellement d'un effet taux. Quand s'affaissent ces effets, liés à l'autonomie fiscale d'ailleurs, à partir de l'année 6, les élus communaux, s'ils acceptent de faire une croix sur la croissance de la DSC, obtiennent néanmoins qu'elle soit maintenue à son niveau de l'année 5, soit 1 million d'euros. C'est la donnée d'entrée donc du modèle. On entre dans le modèle, pas 1 million d'euros de DSC, quoi qu'il en coûte. Toutes choses égales par ailleurs,
l'ajustement s'opère sur les charges nouvelles, puisque les autres paramètres ne changent pas. Donc, si j'entre une DSC, la valeur de sortie, ça sera les charges nouvelles, qui atteignent 4 595 K euros en AD10. 4 595 K euros en AD10. La variation des charges nouvelles n'est que de 871 K euros en période 2, contre 3 724 K euros en période 1. Voici le tableau prospectif. Vous voyez apparaître ici les produits post-TP qui évoluent de 10% par an. Le PCI, c'était 2 millions, ça passe à 11 millions en année 1, de manière déjà consolidée en année 1. Les charges nouvelles, c'est une entrée, là, c'est une entrée, donc ça va doucement, hein, ça va doucement, le temps de mettre les programmes en place, ça va tout doucement, et puis c'est assez exponentiel. Donc on passe de 250 ici à 3724 en année 5. Nous avons les charges anciennes qui évoluent de cette sorte-là également, hein. Les charges communales transférées évoluent de leur côté. L'attribution de compensation, elle est stable, hein. La valeur de sortie, ou de bouclage, comme on dit, hein, c'est 500, 700, 800, 900 et 1 million d'euros, hein, en K euros, et 1 million d'euros, 1 million d'euros, hein, qui est la valeur de la DSC en année 5. La question qui se pose, c'est ce qui se passe dans les années de la période suivante. Dans la période suivante, l'évolution des produits fiscaux, comme on le sait, se tasse largement pour arriver ici donc à donner un chiffre de 17 781. Je sais, par tous les travaux que j'ai fait préalablement, que je vais avoir du mal à augmenter ma DSC et surtout à empêcher qu'elle diminue, puisque le produit fiscal n'augmente pas assez pour faire face à des croissances de charges, ce qui va, bien entendu, interférer sur la DSC. Alors, les élus locaux, en connaissant ou non d'un certain nombre de ces problèmes, hein, donc, vont décider à une majorité donc, que la DSC sera gelée. C'est-à-dire, pour eux, un acquis, car ça ne diminuera pas en dépit des besoins, qu'ils ont d'ailleurs en général aussi donc, apportés, au nom de leurs concitoyens, bien sûr, et de leurs entreprises, évidemment, hein. Donc, on bloque la DSC, c'est une donnée d'entrée. Alors, la donnée d'entrée, c'est en rouge sur du blanc. La donnée de sortie, c'est en blanc sur du violet. Alors, vous voyez que si je bloque ma DSC ici à 1 million d'euros, hein, eh bien, j'ai une valeur de sortie ici qui est la somme des charges nouvelles nettes. C'est la donnée la plus évolutive, la charge nouvelle. Qui n'est pas de la charge ancienne de l'EPCI, qui n'est pas de la charge transférée. Ce n'est que quelque chose en plus. Et comment je fais pour financer quelque chose en plus, alors même que j'ai de la croissance fiscale qui doit accompagner la croissance des charges transférées? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ajuste par la DSC, ce qui va être empêché ici par la fixation de la DSC en entrée, avec donc comme sortie les dépenses donc, de charges nouvelles que je peux faire au nom de la préservation, sans augmenter forcément la pression fiscale, hein, donc de ma DSC à 1 million d'euros. Alors le schéma, c'est le suivant, hein. Vous avez ici représenté donc, le produit de TP consolidé sur la période, vous voyez, une forte croissance et une pente beaucoup plus faible à partir de l'année médiane. Vous avez donc ici montré la croissance du produit de TP consolidé. Vous voyez, tout ça, c'est de la croissance. Donc, qui doit servir à quoi? Vous le savez, hein, ça doit servir à financer la croissance des charges, voire la croissance de la DSC. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai une première charge pour le PCI qui est une AC qui est constante. Toute chose égale par ailleurs, pas de transfert de charge. J'ai une deuxième charge qui est la charge communale transférée. Voilà, elle n'augmente pas trop, quelquefois ça augmente beaucoup plus. Ensuite, j'ai les charges de l'EPCI ancienne nette qui évoluent un petit peu aussi, hein. Et puis, le dernier élément, c'est la montée en puissance en début de période et jusqu'à la moitié de la période des charges de PCI nouvelles, puis après, quelque chose de plus raisonnable. Ça nous permet d'avoir une valeur ici en jaune, donc de sortie, une dotation de solidarité communautaire qui est ici bloquée. Alors, il se trouve que, je vous dis que c'est une valeur de sortie parce que mon schéma part du bas vers le haut, mais il se trouve que c'était une valeur d'entrée ici. Entrée ici, la DSC est une entrée qui a déterminé la charge de PCI nouvelle nette.
En scénario 2, les SADU privilégient les charges intercommunales nouvelles qui lient à des services rendus à l'ensemble du territoire. Hein. Ils considèrent qu'ils font là aussi de la péréquation, hein, par le biais de la mutualisation. Hein. Voilà. Donc des charges nouvelles. Donc ils vont privilégier les charges intercommunales nouvelles par rapport à la DSC. La DSC, qui est réputée perdre son utilité dès lors où les charges se mutualisent, y compris de manière discriminante, donc péréquatrice, au lieu d'être supportée par les communes. Bon, au lieu de redonner des pouvoirs de dépenses et d'actions aux communes, bah, autant que nous, on fasse à la place des communes donc le maximum de choses, qu'on utilise donc toute la DSC, ou plutôt tout le produit fiscal, la croissance du produit fiscal, hein, non pas à être redistribué en DSC, mais plutôt à être investi dans des équipements, des actions à niveau intercommunal. Alors, le PCI calibre alors ses charges nouvelles de dite sortie, hein, avec toutefois comme contrainte mécanique qu'au bout de 5 ans, la DSC soit supérieure ou égale à 0, parce qu'on ne peut pas avoir une DSC négative. Donc, on a bien, quand même, de toute manière, à un moment donné, on ne peut plus réaffecter la DSC à des charges nouvelles, quand elle est égale à 0. Ce qui est arrivé dans un certain nombre de grandes collectivités françaises, de grandes communautés ou métropoles françaises. Alors, dans ces conditions, toutes choses égales par ailleurs, et avec une DSC d'équilibre de 0 en année 10, la capacité de réalisation de charges nouvelles est de 5 595 000, soit 1000 € de plus qu'en scénario 1, scénario 1 dans lequel la DSC égalait 1 million d'euros. Évidemment, donc, en année 6 et suivante. Évidemment, la substitution, elle est évidente. Il y a 1000 €, 1 million d'euros de plus affectables à des charges nouvelles, parce qu'il y a 1 million de disparus de DSC à redonner aux communes. Alors, vous voyez le tableau ici de représentation. Hein, vous avez ici en entrée les charges de l'EPCI nouvelle. C'est en rouge sur fond blanc. Voilà. Donc, vous allez mettre dans la limite de 0 ici, hein, donc le plus possible de charges nouvelles. Ce qui veut dire que, alors que vous étiez arrivé à 1 million en année 5, comme tout à l'heure en scénario 1, qui ne diffère pas de ce point de vue-là du scénario 2, hein, eh bien, à partir de l'année 6, vous allez voir se dégrader de la DSC au profit de ces charges mutualisées qui croissent donc à un niveau rendu possible par l'existence à 0 de la DSC. Vous voyez bien donc les deux scénarios ici qui démontrent bien les comportements et l'esprit d'un groupe territorial. Hein. Soit je considère qu'on maximise la coopération intercommunale par le jeu en fait, de la mutualisation et de la réalisation en lieu et place des communes, donc des biens, des équipements, des services rendus, des actions de développement économique, de tout ce qui fait une action mutualisée. Hein. Donc je privilégie ça à une autre situation où je rends aux communes, puisque je n'ai pas besoin, admettons par exemple je ne fais rien, oui, si je ne fais rien, évidemment que je ne vais pas garder de l'argent à ne rien faire. Donc, il est important que je les restitue aux communes. Vous voyez bien que c'est un choix stratégique extrêmement important, un choix philosophique, un choix politique, évidemment. Donc, le schéma, le voici. Toujours pareil, une AC qui ne bouge pas, charge communale transférée, charge ancienne nette, ça ne change pas. En revanche, ici, vous voyez croître les charges nouvelles nettes jusqu'à l'extinction de la DSC. Et oui, ces deux courbes sont faits dans ce cas de figure pour se rejoindre. Puisque on va considérer qu'on ira jusqu'à la dernière limite pour calibrer ces charges nouvelles. Alors, ça peut être des charges nouvelles, bien entendu. Il m'a fallu 2 paramètres, un de sortie et un d'entrée. Mais n'oublions pas que ça peut être aussi, donc, du côté des charges transférées des communes, que se trouve, en fait, ce qu'on peut aussi appeler quasiment une charge nouvelle, quand je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous transformez une piscine transférée, en un centre aquatique avec 2 fois plus d'attractions qui vous amène à avoir un coût qui est tout à fait comparable à un coût de charge nouvelle. Hein. Il y a donc un peu confusion, cette fois-ci, entre les charges transférées et puis la charge nouvelle. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est en plus par rapport à ce que paye la commune qui a transféré sa piscine, c'est à payer par le groupement et qui n'a que la TSC ou l'augmentation de la pression fiscale pour financer cette amplification, quelquefois très importante, de la charge d'origine liée à un transfert d'équipement.
si vous faites la comparaison entre les deux tableaux, bah, vous voyez paraître entre le scénario et scénario 2 ce que je vous ai dit. Hein. Donc la différence sur les charges nouvelles, c'est 5 595 en scénario 2 par rapport aux 4 595 qui étaient contraints ici par une DSC à 1 million, et la DSC hein, qui, comme vous le savez, est programmée pratiquement pour arriver à 0. Venons-en maintenant aux conditions, on va dire juridiques, d'institution d'une DSC. Dans les communautés urbaines, métropole et métropole de Lyon, l'institution d'une DSC elle est obligatoire. On va voir quelle est la portée de cette obligation. Dans les communautés de communes et d'agglomération, l'institution d'une DSC elle est facultative, sans que soit fait mention d'une règle de majorité. Contrairement d'ailleurs à ce que la loi stipulait avant la loi de finances 2020, quand la loi exigeait la majorité des 2/3 des suffrages exprimés du conseil communautaire. Le fait que l'instauration facultative n'exige plus de règles de majorité qualifiée, bon, elle n'a pas d'importance finalement, car cette règle-là, elle interviendra au titre de la fixation du montant DSC. Et c'est ça qui importe, le montant. Qu'on ait obligation d'en instituer une, on s'en fiche, parce que ça dépend du montant. Si on met 1 euro, ça change quoi? Donc vous voyez, c'est le montant qui est important. Alors, il faut rappeler quelque chose, ou informer le monde d'une petite exception. Hein. Dans le cadre des EPCI, en FPU, hein, signataires d'un contrat de ville, avec un nombre d'obligations. Eh bien, dans ce cas-là, la loi rend obligatoire l'existence d'un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de ressources. Non, vous voyez bien ce que c'est, un pacte financier, c'est quoi? C'est réduire les inégalités, disparités de charges et de ressources, et cela, ça repose sur des dispositifs y contribuant, comme par exemple la DSC, entre autres. Hein. Alors, à défaut de pacte, donc un pacte officiel signé là, les EPCI concernés, c'est-à-dire en contrat de ville, sont tenus de mettre en œuvre une DSC. Alors là, on dit, si, vous en mettez une. Hein. Mais attention, là, on va aussi être contraignant sur le montant. Et le montant de cette DSC, elle est au moins égale à 50% de la croissance du produit fiscal constaté entre l'année de répartition et l'année précédente. Attention, hein, ce n'est pas rien. Donc on voit bien que la plupart des collectivités concernées feront sans doute attention de mettre en place un pacte financier dans lequel elles seront maîtres du montant de la DSC, contrairement à ce qui se passe par défaut. Dès lors qu'une DSC est instituée, son montant global, elle est fixée, attention, il est fixé, le montant, à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. C'est pas exprimé, donc du conseil communautaire, attention. Alors, avant la loi de finances 2020, c'était la majorité simple du conseil dans le cadre du vote du budget primitif. Nous en déduisons que, lors du vote du budget primitif, le Conseil est tenu de voter, à la majorité simple, le montant de DSC décidé par lui en amont à la majorité qualifiée. Il faut d'abord le décider à la majorité qualifiée, puis une fois qu'on a décidé de ce montant-là en majorité qualifiée, il va falloir voter dans le budget, on va retrouver la même somme, de cette façon on va voter à la majorité simple, parce que c'est le mode de vote d'un budget, tout simplement. Alors, on rappelle ce que je disais tout à l'heure, qu'à défaut de pacte financier, le montant de la DSC, il atteint au moins la moitié de la croissance intercommunale annuelle. C'est un rappel. La répartition, maintenant, venons-en au cœur du problème, venons-en, si vous voulez, au sujet qui fâche. Et là, les intérêts vont diverger entre les communes, puisqu'on va répartir maintenant un montant global sur lequel on s'est mis d'accord à un moment. D'abord, en termes de majorité. La répartition de la DSC est opérée librement, nous dit-on, par le Conseil communautaire. Nous dit-on, la loi est opérée librement par le Conseil communautaire. Aucune condition de majorité n'étant précisée, il s'agit d'une majorité simple. Alors, on s'interrogera sur l'utilité du librement, entre guillemets, puisqu'on ne voit pas très bien à quoi il sert, mais on peut imaginer que ça veut dire que l'on ne passe plus par la majorité qualifiée des suffrages exprimés comme avant la loi de finances pour 2020. Le mode de répartition maintenant.
La répartition de la DSC s'effectue selon des critères qui tiennent compte majoritairement, on entend majoritairement, d'accord. Donc, ils tiennent compte, ces critères, de l'écart au revenu par habitant moyen et de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de chaque commune au regard de la moyenne du territoire. Alors, il faut savoir que ces deux critères, ils sont pondérés par la population et ils doivent justifier au moins 35% de la répartition de la dite DSC. C'est important, hein. Ces deux critères ensemble, on vient de l'apprendre, hein, n'est-ce pas, ils doivent représenter au moins 35% de la répartition. Alors, on commence à se demander s'il n'y a pas une incohérence dans le texte, très justement, parce qu'on nous a parlé de majorité tout à l'heure, de majoritairement, hein, par rapport aux deux critères. Maintenant, on nous dit 35%. Mais il va falloir réfléchir un peu à la signification, à l'interprétation qu'on doit donner de ce texte. Comme je vous le dis, il peut paraître paradoxal que les critères devant être pris majoritairement en compte ne doivent représenter ensemble qu'au moins 35% de la répartition totale. Allons voir, historiquement parlant, le texte initial en projet de loi de finances. Il ne parlait pas de 35%, mais de 50%. Ça va? Si l'ensemble des critères obligatoires, en plus, devait représenter au moins 50% du total, là, c'était très facile, donc, puisque aucun autre critère pris individuellement ne pouvait mathématiquement à lui seul en représenter plus de 50, évidemment. Parce qu'il y avait déjà 50 de pris par les deux premiers. Donc, vous ne pouvez pas avoir plus de 50 par un critère. Vous pouvez avoir 50 pour un critère, mais pas plus de 50. C'est au cours de la discussion parlementaire du PLF 2020 que j'ai particulièrement suivi que le taux fut abaissé à 35%. Sans que soit ôté le terme majoritairement entre guillemets. On en conclut logiquement. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? En toute logique, on en conclut qu'il s'agit d'une majorité relative. Ben oui. Et d'ailleurs, il y a une circulaire du 28 février 2020 qui vient parfaitement préciser ce sens de la loi. Donc, ça ne nous paraît pas problématique. On part sur l'idée d'une majorité dite relative. Alors, les deux critères, on va l'appeler ça les critères obligatoires. Les deux critères obligatoires, ce sont ceux dont la loi dit qu'ils doivent être pris majoritairement en compte, à hauteur d'un ensemble de 35%. Alors, les deux critères obligatoires, pondérés par la population, doivent non seulement justifier ensemble au moins 35% de la répartition, mais ils doivent aussi, ensemble, avoir un poids relatif supérieur à celui de chaque critère facultatif. Cela signifie qu'aucun critère facultatif, pris isolément, ne peut représenter plus que ce que représentent ensemble les deux critères obligatoires, potentiel fiscal ou financier et revenu. Si les deux critères obligatoires représentent ensemble X% de la répartition, aucun autre critère ne peut avoir un poids supérieur à X%. Si les deux critères obligatoires justifient le minimum légal de 35%, aucun autre critère ne peut donc être pris en compte à plus de 35%. Voilà un exemple. Mathématiquement, le maximum possible de prise en compte d'un autre critère, uniquement, individuellement, est de 50%. En prenant les critères obligatoires à hauteur de 50, et en ne prenant qu'un seul critère facultatif, qui représente donc aussi 50% du total. Voilà comment on peut arriver à prendre un critère facultatif donc, en compte à hauteur de 50%. Petit coup d'œil récapitulatif sur la répartition. Avant 2020, les critères de répartition étaient déterminés à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés du conseil communautaire pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes, et à la majorité simple pour les communautés urbaines et les métropoles. Le mode de répartition de la DSC tenait compte, selon la loi, pour les communautés urbaines et métropoles, notamment, ça c'est le terme de la loi, du revenu et du potentiel fiscal ou financier par habitant. On ne voit pas apparaître la population dans cette équation. Et pour les communautés de communes et communautés d'agglomération, prioritairement, toujours le terme de la loi, prioritairement de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, absence du revenu. Vous l'aurez remarqué. Alors pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'un certain nombre d'entre vous sont amenés
à expertiser des systèmes de répartition de DSC passés avant de les transformer, hein, d'ailleurs pour les rendre compatibles avec les nouvelles règles instituées par la loi de finances 2020, avec d'ailleurs un sursis pour l'année 2020. Hein. Donc c'est très important, même dans 2 ou 3 ans, de pouvoir connaître comment s'est formé, donc comment se sont formés, ont été constitués en fait des systèmes de répartition de DSC locaux. Mais à compter de 2020, alors là, à partir de 2020, même s'il y a une tolérance de sursis de pouvoir continuer avec les DSC individuels de 2019 en 2020. Alors, à compter de 2020 ou 2021, si vous voulez, donc, ces critères sont déterminés à la majorité simple du Conseil communautaire pour tout le monde, quelle que soit la nature juridique de votre EPCI. La répartition de la DSC s'effectue sur des critères qui tiennent compte majoritairement de l'écart de revenus par habitant moyen et une insuffisante potentiel fiscal ou financier par habitant de chaque commune au regard de la moyenne du territoire. Hein. Ces 2 critères étant pondérés par la population et devant justifier au moins 35% de la répartition de la dite DSC. Alors là, vous voyez que je ne fais que me répéter, mais c'est parce que je compare les 2 formules. Hein. Les 2 critères obligatoires pondérés par la population doivent non seulement justifier ensemble au moins 35% de la répartition, mais doivent aussi ensemble représenter une majorité relative du fait qu'aucun critère facultatif ne peut isolément représenter plus que les critères obligatoires ne représentent ensemble dans la répartition. Alors, je viens de me répéter là encore, mais c'est pour pouvoir mettre en perspective donc, les 2 moments historiques, avant 2020 et après. Et pour que vous puissiez avoir cette vision écrite, donc, de quelque chose d'écrit dans le cadre de mon cours oral. Mais vous retrouverez tout ça dans ce qu'on appelle le polycopier, qui est évidemment très intense sur toutes ces questions relatives au système financier intercommunal. Alors voici le schéma de répartition de la DSC. Hein. Voyons maintenant une illustration avec un test de véracité de mode de répartition de la DSC. Au total, on aura toujours 100%. Critères obligatoires. Potentiel fiscal et population, 20%. Revenus et population, 10%. Sous-total, 30%. Critères facultatifs, 70%. C'est faux. C'est inférieur à 35. C'est faux. Alors, bon, on peut toujours aller voir les critères. Hein. Celui-là, il est faux aussi. Il y a un critère qui représente plus que la totalité donc, du poids des critères obligatoires. Bon, celui-là, il est vrai. Celui-là, il est vrai. Mais de toute façon, du point de vue des critères facultatifs, c'est faux aussi. Donc, tout est faux, donc c'est faux. Deuxième exemple. On est toujours à 30%. Et il y a 70%, c'est donc faux. Alors, certes, ici, c'est bon. On n'a pas... pas tout à fait 30%, hein, bien sûr, il y a un petit arrondi là. Hein. Donc, celui-là est vrai, celui-là est vrai, celui-là est vrai. Tout ça, c'est bien, c'est vrai. Ben oui, mais ici, c'est faux. Donc, c'est faux. Il faut que tous les 2 soient vrais pour que ça soit vrai, évidemment. Troisième répartition. 35%, ah, ça va mieux. 65%, c'est vrai. Il fallait au moins 35%. Regardons de chaque côté. Mais ça, c'est faux. Bon, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais celui-là est supérieur à ça, donc c'est faux. Ben donc, au total, c'est faux. Quatrième mode de répartition. 35% toujours. Ben ça va. 65%, c'est vrai. Regarde chaque critère. C'est vrai. 35, 35. Pas plus. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est vrai. Tout est vrai. Eh bien, si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est vrai 2 fois, c'est vrai sur l'ensemble. Donc ça marche. Allez, on continue. 50%. Alors, on va aller vraiment donner beaucoup de poids aux critères obligatoires, hein, en fonction du revenu et en fonction du potentiel financier ou fiscal. Donc, il nous reste 50 pour l'ensemble, ça c'est vrai. Celui-là, il est vrai, parce que vous voyez, 50, celui-là, il est vrai, puisqu'il ne dépasse pas
les 50% d'ici. Et les autres, ils sont à 0 parce que justement, on a mis S-près 50%. Donc les deux sont vrais. Tout est vrai ici, plutôt. Et on a, au total, un système qui est vrai. Alors, à quoi il sert celui-là, par exemple? Eh bien, il sert à donner une place donc, la plus importante possible donc, à, par exemple, l'ancienne dotation de solidarité communautaire, dont on voulait garder trace pour ne pas avoir des trop brusques sursauts sur les montants de DSC redistribués aux communes. Ce que je vais appeler la DSC socle. C'est-à-dire la DSC socle, c'est la représentation de la DSC historique. C'est ce que représentait la DSC socle, et donc historique représentant les critères anciens et les formules anciennes d'un système qui n'est plus forcément au goût du jour, selon les règles nouvelles de répartition de la DSC voulues par la loi. Donc, vous voyez, donc j'ai eu là une manière de lui donner le maximum d'importance, tout en sachant que de toute manière, je serai obligé de passer par des critères obligatoires. Alors après, je fais ce que je veux, vous voyez, si j'amène à 60 ici, il ne me restera plus que 40% à affecter aux critères auxquels je veux donner vraiment le poids maximum. Et si je veux donner le poids maximum à un critère facultatif, ben, j'élimine tous les autres critères facultatifs pour me permettre d'avoir donc un maximum à donner au seul critère facultatif qui me reste et que je veux privilégier et qui là donc a un poids évidemment inférieur ici à ce que j'ai donné aux critères obligatoires. À titre dérogatoire, les EPCI ont pu, je le précisais tout à l'heure, hein, par délibération du Conseil communautaire à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, hein, reconduire en 2020, après la loi de finances 2020, hein, les montants individuels de DSC 2019. Oui, tolérance. Mais à partir de 2021, là, il faut respecter tout ce que je viens de vous dire. L'équation découlant de la loi de répartition du montant de DSC à répartir, MAR comme je l'appelle, hein, au nom du potentiel fiscal ou financier, hein, PF ou du revenu, hein, pour une commune donnée. Donc s'écrit de la manière suivante, que vous voyez apparaître ici. Hein. Donc l'écart pouvant être soit l'indice d'écart à la moyenne, 1 plus différence donc, entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et la moyenne ici, hein, par rapport rapporté à la moyenne. Soit le rapport à la moyenne, c'est-à-dire le potentiel fiscal moyen divisé par le potentiel fiscal par habitant de la commune. Alors, vous avez ici, du coup, si je prends l'équation relevant de ce que j'ai mis en premier ici, hein, non, plutôt, je prends l'équation ici, là, pardon, si je prends ça, donc voilà l'équation de calcul de la DSC d'une commune en fonction du potentiel financier. Le revenu, c'est pareil, et on prend le potentiel financier. Et bien, c'est quoi? Ce qui ressort de l'interprétation de la loi, c'est que on prend le rapport, donc, ce qu'on appelle une insuffisance de potentiel donc fiscal par habitant, insuffisante du potentiel fiscal communal par rapport à la moyenne. Donc on prend le rapport, on le multiplie par le rapport de la population de la commune à la population totale, et on divise ça par, sur l'ensemble de la commune, donc la totalité donc, des critères ainsi déterminés pour l'ensemble des communes. Mais cela revient à faire une équation que je considérais plus simple, qui en fait se présente de la manière suivante. Hein. La DSC d'une commune en fonction du potentiel financier, de ce critère-là donc, c'est égal au montant à répartir en fonction du potentiel fiscal ou financier, hein, multiplié par la population. C'est la population qui est pondérée par le rapport à la moyenne du potentiel fiscal ou financier. Et c'est ça qui est rapporté à la somme du critère, ou plutôt de la population pondérée par le critère. Voilà, qui est intéressant parce que ça montre qu'on peut faire intervenir directement la population et que c'est en fait la population qui est pondérée par donc, ce rapport à la moyenne. Alors, comme c'est au goût du jour et que c'est un sujet intéressant, hein, on se pose quand même une question. On a traité un petit peu la question, mais on va se la reposer pour finir. La question se pose du poids maximum que l'on peut donner après 2021, donc, ou après, je dis après, mais à partir de 2021, à la DSC socle, c'est-à-dire à la fraction de DSC héritée du passé, et répartie à l'origine selon des règles éventuellement éloignées de celles émanant de la loi de finances pour 2020. Eh bien oui, on a une DSC socle hein, oui, historique, qui va peut-être complètement bouger si j'applique des règles, des formules, des critères qui doivent respecter les nouvelles directives législatives.
Alors, on va dire que l'avènement d'une nouvelle législation clarificatrice pourrait bien faire cesser les tolérances de dispositifs irrespectueux des règles de majorité des critères. Les modifications de DSC individuelles que l'application de la loi impose pourraient, dans certains endroits, être rudes. Ce sujet mérite donc une attention particulière. Alors, le tableau ci-après présente en bonus, si vous voulez, pour exemple, des dispositifs de répartition. On choisira ici, pour les critères obligatoires, de pondérer la population par l'indice d'écart relatif à la moyenne, donc l'un plus écart. Alors, répartition numéro 1. On donne 40% de poids aux critères obligatoires. 20%, 20%. On donne 20% de poids à l'effort fiscal, 20% au logement social qui privilégie plutôt, qui favorise plutôt le milieu urbain. Et on a cette fameuse DSC socle qui va représenter ici 20%. On veut quand même garder une trace de ce qu'on faisait avant. Et bien ça passe par les critères facultatifs, évidemment, à condition que ce critère ne représente pas peu plus que ce que ne représente ensemble de critères obligatoires. Donc ici, c'est 40, 100. Ici, 20, 20, 20, tout ça est vrai. Donc je ne vous refais pas toute la présentation comme tout à l'heure. Ça, c'est vrai. Deuxième mode de répartition. Je suis à 35, donc pour l'instant, je suis vrai. 65%, je suis vrai. Ici, je suis à 10, à 20, à 35, donc aucun des critères n'est supérieur à 35. Donc c'est vrai. Répartition numéro 3. Je suis toujours à 35, c'est vrai. Donc à 65, ici, alors 65, ici, c'est vrai, mais attention, dans ce schéma, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que ce 0% ici est vrai, ce 0% est vrai, mais celui-ci est faux. Pourquoi est-il faux? Eh bien, il est faux parce que 65% c'est supérieur à 35, donc c'est faux. Alors là, on inscrit dans ce type de présentation que les 65% là, ils deviennent faux. Ils étaient vrais au départ, sans passer par chacun des critères, mais en passant par chacun des critères, on arrive à quelque chose de faux. Le total est vrai, mais individuellement c'est faux, donc ça donne faux. Et le total est donc faux parce que faux et vrai, ça donne faux. Répartition numéro 4. On ne met que 15%. Alors là, vous allez me dire, ça y est, on a compris, évidemment que c'est faux. Oui, c'est faux, 15% c'est faux. C'est faux. Mais alors pourquoi je fais cet exercice-là? Parce que, en fait, les élus les consultants ont trouvé une ruse ou alors ne sont pas très bons. Ça arrive très très souvent, il ne faut pas se leurrer. Alors on a dit, mais attendez, on va prendre le potentiel fiscal à 20% et le revenu à 15%. 20 plus 15. 20 plus 0, ça fait 20. 15 plus les 20 qu'on a amené d'ici, ça donne 35. Sauf que ce qui apparaît, c'est bien que ce qui est employé au terme de la loi, donc à partir de 1 plus écart à la moyenne de l'EPCI, eh ben, c'est à 0%. Plus 15 égale 15. Ce que vous avez fait ici, c'est que vous avez pris une autre moyenne que celle que la loi impose, qui est la moyenne de l'EPCI. Vous avez comparé 1 plus écart, donc à la moyenne de la strate. Et c'est la moyenne de la strate qui peut tout à fait être utilisée, car c'est tout à fait normal de pouvoir prendre un critère qui reflète aussi le niveau de charge, qui est de plus en plus important en fonction qu'on monte dans l'échelle démographique. Ce n'est pas tellement contestable, mais enfin, on pourrait ouvrir une discussion là-dessus. Mais passons pour le coup. Donc, effectivement, c'est une décision tout à fait légitime, tout à fait acceptable de pouvoir faire une comparaison entre le potentiel fiscal de la commune et le potentiel fiscal de sa strate démographique. Sauf que, du coup, ça ne rentre pas dans le calcul des 35% ici. Ça rentre dans le calcul du pourcentage total et individuel des critères facultatifs. Ce qui semblait vrai est faux. Alors c'est faux à double titre. D'abord parce qu'il y a 15% ici et 85%, donc là c'est faux dès le départ. Ensuite, au niveau de chacun, ça c'est 20% supérieur à 15, donc c'est faux. Et tout est faux d'ailleurs. Tout est faux. Tout est faux. Alors que aucun n'aurait été faux si j'avais mis 20% avec les 0% ici. C'est très intéressant comme répartition à la 4. Car c'est quelque chose qui sera sans doute essayé pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion.
suivre au secours, par exemple. Donc, je vous demande d'être très vigilant si vous êtes en situation de participer, en tant qu'expert, à ces modes de répartition, à ces subtilités de prise en compte de la moyenne. Quelle moyenne? Sachant que la loi est très claire là-dessus. C'est la moyenne de la zone de l'EPCI, et pas la moyenne nationale de la strate, donc de communes de la même dimension démographique que la vôtre. On va, pour finir, faire une simulation, une répartition 5. Alors là, on fait 35 et 15. Vous savez ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est 35, parce qu'on veut mettre, on veut le prendre au maximum, ce critère-là, 35 à 15. Donc ici, on va prendre à 0. On prend à 0. C'est plus là que ça peut figurer. Tout est ici, mais ça sera par rapport à la moyenne de l'EPCI. Les logements sociaux à 0. Et là, la stratégie, c'est de pouvoir éviter les soubresauts liés à une rupture d'une loi de finances remplacer une autre. Donc, on cherche à avoir 50% ici, représentant ce qu'on avait avant, donc individuellement. Ce n'est rien d'autre qu'en fait que donc, la représentation de ce que vous avez avant, mais alors ici, prise en considération à 50%. Mais comme vous avez mis 50% ici, de telle sorte que vous puissiez mettre 50 là, donc, eh bien, effectivement, vous n'avez plus de place pour les autres critères. Donc, il y aura donc que les critères obligatoires d'un côté et d'un autre côté que le critère de la DSC socle qui, lui, ne peut très bien ne pas avoir de fonction péréquatrice. La fonction péréquatrice n'est liée simplement qu'aux critères obligatoires. Le reste, vous pouvez très bien mettre justement ce que vous avez imaginé au départ, par exemple, qu'on prenne en considération la croissance des bases de chaque commune, donc comme critère donc, de représentation en fait, de ce qu'est la dynamique des bases qui sont localisées dans chacune des communes, ce qui est anti, bien sûr, intercommunalité, mais qui a été très largement utilisé dans les communautés à l'origine, ce qui était justement un argument qui permettait de faire accepter par un certain nombre de communes donc qu'elles perdent la croissance, quelquefois forte, de leur part d'imposition localisée dans leur espace communal. J'en resterai là pour la présentation que je voulais faire aujourd'hui en cours et vidéo de niveau 1 et 2. Et je vous enjoins à aller travailler d'arrache-pied sur à la fois l'ouvrage Décrypter les finances publiques locales, mais surtout à partir du rapport, qui sert de cours polycopié que je vais vous remettre, et qui va beaucoup plus loin, bien sûr, dans l'analyse de ces phénomènes intercommunaux, et qui, de surcroît, actualise les éléments qui avaient été intégrés dans notre livre, coécrit par moi et Alain Guingamp, donc en 2018. Vous y trouverez un certain nombre de choses sur les méthodes d'évaluation des charges transférées, ainsi qu'un petit peu plus d'informations et d'analyses sur précisément la dotation de solidarité communautaire. Et je vous souhaite donc bon courage pour votre travail individuel en dehors de cet échange sur la base d'un cours en vidéo.